Et nous allons aborder justement le sujet avec notre invité du grand journal de la mi-journée. Nous sommes en direct de Dakar avec l'analyste politique Cher Sadi Bondiaye. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie. Alors, le sommet panafricain du leadership des jeunes se poursuit jusqu'à demain à Addis Abeba. On le disait, avec pour thématique la libération du potentiel de la jeunesse pour une Afrique prospère. Alors, tout d'abord, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels font face les jeunes du continent ? Oui, comme vous le savez, actuellement, la jeunesse africaine a un défi. Le défi majeur, c'est surtout la formation, parce que la plupart des jeunes africains ne bénéficient pas, n'ont pas accès à la formation, mais aussi n'ont pas accès au financement, ce qui peut leur permettre de libérer leurs esprits par rapport à la création de start-up ou d'entreprises ou de PME, petites et moyennes entreprises, qui leur permettent de pouvoir contribuer économiquement par rapport à la valorisation de leur travail, mais aussi par rapport au développement du continent africain. Donc, il faut miser sur la formation. Maintenant, ce sommet va permettre vraiment à ces jeunes-là, à ces leaders africains de se rencontrer, de discuter, de mettre en place des alternatives, des mécanismes qui vont leur permettre de pouvoir se rencontrer, mais aussi de pouvoir parler de développement, de pouvoir parler de structures qui vont favoriser le leadership dans les divers États, que ce soit au Sénégal, au Maroc ou vraiment au Soudan, en Somalie. Donc, c'est des pays où il y a une forte présence de jeunes. Donc, l'Afrique d'aujourd'hui compte des centaines et des centaines de millions de jeunes. Donc, tous ces jeunes-là doivent avoir au moins accès à la formation, ce qui va leur permettre vraiment de pouvoir participer de manière très active au développement et au lendemain vraiment du continent africain. Parce qu'actuellement, l'Afrique est vue comme un continent de l'avenir. Donc, l'avenir du monde se trouve en Afrique. Donc, il faut miser sur la formation par rapport aux États, mais aussi financer et aider ces startups-là, ces PME et ces PMI-là à pouvoir vraiment être viables. Parce qu'on a fait aussi un constat. En Afrique, chaque année, beaucoup de PME, de PMI et de startups ferment parce qu'ils n'ont pas accès au financement, ils n'ont pas accès vraiment à ces crédits qui leur permettent de pouvoir installer vraiment des projets qui vont vraiment valoriser le continent africain. Alors, vous avez justement parlé de millions de jeunes africains. L'Afrique, un chiffre à retenir, a la population la plus jeune au monde, avec plus de 400 millions de jeunes âgés entre 15 et 35 ans. Un chiffre qui est appelé à doubler d'ici 2050, avec près de 840 millions de jeunes. Tout à l'heure, vous avez parlé de mécanismes à mettre en place pour la formation notamment. Est-ce qu'un mécanisme continental pourrait permettre à cette jeunesse de devenir le poumon économique du continent, si on procède au niveau continental? Effectivement, un mécanisme continental à travers la mise en place de banques ou de structures qui peuvent permettre à ces jeunes-là d'avoir accès au financement. Donc, ces genres de mécanismes-là vont permettre à ces jeunes d'avoir accès à ce genre de financement-là. Par exemple, si je prends le cas du Sénégal, je connais des jeunes qui ont créé leur start-up du nom de Ndobin. Donc, ils créent des drones, donc ils créent aussi des matériels militaires ou d'autres matériaux qui vont permettre vraiment à certains secteurs d'activité du Sénégal de pouvoir avoir accès à des drones de surveillance comme la douane ou la police ou la gendarmerie. Donc, c'est des jeunes qui ont mis en place des startups. Ils ont même fait des appels vraiment à l'aide, si je peux m'exprimer ainsi, aux souverains marocains, mais aussi au gouvernement sénégalais qui actuellement est en train de les accompagner. Et en tête de file, il y a à la tête de cette vraiment structure-là se trouve un jeune homme très compétent du nom de Mohamed Johane et aussi Mohamed Gueye. Donc, je veux dire que lorsque ces jeunes-là ont accès à ces genres de financement donc, qui vont déboucher d'une structure continentale, ces jeunes vont pouvoir s'autofinancer et vraiment exprimer vraiment leur potentiel. C'est Mao qui disait que sans fleurs s'épanouissent et que de multiples écoles rivalisent. Donc, si ces jeunes ont accès à ces genres de financement-là, cela va leur permettre de mettre en exergue leur potentiel. Parce que l'Afrique regorge de potentiel, que ce soit au Sénégal ou au Maroc ou dans d'autres pays. Donc, il y a cet énorme potentiel-là qu'il faut exploiter parce que, comme vous l'avez bien dit, plus de 400 millions de jeunes, cela va doubler pour atteindre des 800 millions. Donc, il est important d'accompagner ces jeunes-là par un mécanisme continental, soit un mécanisme économique qui permet de booster et de financer ces jeunes-là, mais aussi que ce soit un mécanisme social qui les permette de se réunir et de discuter, comme ce genre de sommet-là, de perspectives qui vont permettre vraiment au continent africain de pouvoir gérer sa jeunesse. Vraiment, cela va permettre vraiment aux États
de pouvoir vraiment en venir à divers phénomènes qui gangrènent pratiquement le continent africain. Je veux parler du terrorisme et d'autres aspects. Donc, il est important que ces mécanismes-là puissent être mis en place. Même actuellement, il y a la ZLECAf qui est en train de prendre sa route. Donc, sur le plan des infrastructures, cette ZLECAf-là vraiment réunit pratiquement le continent africain du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti, mais il faut aussi s'orienter vers ce leadership de la jeunesse. Donc, cela va permettre donc aux jeunes Africains de pouvoir s'intégrer dans cette ZLECAf-là, mais aussi d'accompagner vraiment nos États par rapport dans divers domaines. Cher Sadi Bondiaye, vous avez parlé d'investissement, de formation, de start-up, mais est-ce que le leadership passe nécessairement par ces termes, start-up, entreprise, catalyseur, ou peut-on définir le leadership d'une manière plus sociale, disons, qu'économique? Oui, le leadership n'est pas seulement économique, le leadership peut se définir de manière sociale. C'est tout simplement cette capacité qu'on a à mobiliser une communauté dans divers idéaux. Donc, comme vous le savez, en Afrique, nous traversons beaucoup de phénomènes. Donc, il est vraiment important que nous puissions mobiliser nos jeunes à travers un certain nombre d'idéaux. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il faut mettre l'humain au centre des activités, donc de la vie de la vie active d'une société. Donc, si on réussit à faire cela, cela va permettre à ces jeunes-là de comprendre que le leadership n'est pas simplement économique, elle est aussi sociale. Le leadership permet vraiment à toute une génération, à toute une communauté de se réunir autour de l'essentiel. Et comme vous le savez, l'essentiel aussi, c'est de pousser cette jeunesse-là à une prise de conscience par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport aux différents fléaux qui gangrènent pratiquement la société africaine. Donc, ces genres de sommets-là permettent au moins à ces jeunes-là de réfléchir, de mettre en place de nouvelles bases de coopération entre États qui vont permettre vraiment d'avoir une réflexion globale et sociale par rapport au leadership. Et en parlant justement de ce volet social, une question se pose. Comment faire éclore le potentiel de ceux qui vivent dans les zones rurales? Et d'ailleurs, ils sont nombreux à vivre dans la campagne africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont besoin des mêmes mécanismes que vous avez évoqués? Oui, d'une part, ils ont besoin de ce mécanisme-là parce qu'il faut avoir accès aussi à la formation. Donc, ces zones rurales-là doivent vraiment pouvoir avoir accès à ces formations-là, mais aussi à ce leadership social dont je parlais parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le continent africain traverse une situation de crise. Donc, il est important d'investir dans les zones rurales. Je parle du développement. Le développement, c'est tout simplement satisfaire les besoins primaires. Donc, ces zones-là ont besoin vraiment d'avoir accès à ces structures de développement, à ces bases du développement-là, à savoir la santé, l'éducation et d'autres aspects qui sont les bases pratiquement du développement. Donc, dans ces zones-là, il faut investir, permettre aux jeunes vraiment qui se trouvent dans ces milieux de se fixer dans ces zones-là et ne pas favoriser l'exode rural, parce qu'actuellement, l'exode rural frappe de plein fouet le continent africain. Donc, c'est un déplacement des habitants des campagnes vers les villes et il faut investir dans ces campagnes-là, permettre à ces jeunes d'avoir de plus en plus accès à la terre, mais aussi les financer du côté de l'agriculture, de l'élevage. Donc, investir aussi dans la formation de ces jeunes-là, dans ces diverses activités, parce que les activités sont déjà là, les activités existent, mais le problème, c'est que c'est un manque de soutien économique, un manque de soutien social aussi, qui ne favorise pas vraiment l'émergence du développement, mais aussi vraiment de la paix dans ces zones-là. Une dernière question, s'il vous plaît. L'Union panafricaine de la jeunesse qui co-organise ce sommet des jeunes à son siège à Rabat, la capitale marocaine. Que révèle ce choix du Royaume pour accueillir le siège de cette institution? Et qu'est-ce que cela dit de la place que tient le Maroc en Afrique et du rôle qu'il peut jouer en faveur de cette jeunesse africaine? Oui, comme vous le savez, le Maroc est un pays stratégique pour le continent africain. C'est un pays qui sert de modèle pour tous les pays africains. Je vous parlais même du Sénégal, du Mali et dans d'autres pays. Donc, c'est un pays qui vraiment a su faire montre durant ces dernières années de véritable développement, de véritable progression économique du côté de son PIB, du côté de l'industrialisation et dans d'autres secteurs. Donc, le Maroc vraiment est en train de servir de modèle vraiment au continent africain. C'est pourquoi ce siège-là, le Maroc le mérite amplement parce que c'est un pays qui est attractif, un pays qui vraiment
permet aux jeunes Africains de se former, mais aussi un pays qui permet les échanges vraiment de manière vraiment inclusive entre leaders africains. Donc c'est un pays en tout cas stratégique pour le continent africain. C'est un pays qui sert d'exemple de modèle, mais aussi un pays frère, un pays qui coopère pratiquement avec la plupart des pays africains. Donc c'est un choix qui vraiment qui est à féliciter. C'est un choix porté sur le Maroc, un choix viable, un choix qui va permettre aussi aux Marocains de pouvoir continuer cette contribution et cette coopération vraiment qui a été magnifiée par la plupart des leaders africains, mais aussi par la plupart des chefs d'État. Cher Sadibou Ndiaye, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.